Dans l'esprit collectif, toutes les actions de développement reposent sur l'État. Pourtant, les contributions individuelles, si minimes soient-elles, sont d'un apport déterminant, surtout en matière de réalisation d'infrastructures comme le pavage des rues. Dernier hommage de la nation à Salif Keïta, premier ballon d'or africain. C'était hier après-midi sur la place du Cinquantenaire. Membre du gouvernement et du CNT, président d'institutions publiques sportives, parents, amis et collaborateurs, tous étaient présents pour dire adieu à la Panthère Noire. Merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM2. Dans la mentalité collective, il revient à l'État de mener toutes les actions de développement. Ceux qui pensent ainsi doivent se détromper en apportant leur contribution, si minime soit-elle, aux actions entreprises comme la réalisation d'infrastructures routières prenant en compte le pavage des rues. Cela s'appelle la citoyenneté. Modibo Sidibé. Beaucoup de citoyens mûrissent une idée, celle de l'aide de l'État pour le développement du pays, y compris le développement communautaire. Pour ces citoyens, l'apport de l'État doit être perçu partout, même pour paver les rues. Ces réflexions sont-elles légitimes? Le maire de la commune de Kalabankoro estime que l'État ne doit pas tout faire. Certaines initiatives citoyennes doivent primer. Ma vision a toujours été d'alléger un peu la tâche de l'État, afin que les populations même s'impliquent dans certaines. L'État seul ne peut pas tout faire. Il faudrait que les populations elles-mêmes prennent souvent des initiatives, que ce soit dans le pavage des rues, que ce soit dans l'exécution de certains caniveaux. Et oui, des citoyens doivent apporter leur pierre à l'édifice sans attendre une aide quelconque de l'État, à l'image de ce dernier qui, avec l'apport des membres de son quartier, ont pavé entièrement leurs rues. Et par ces actes symboliques, ils espèrent influencer d'autres à s'inscrire dans la même dynamique, celle d'aider l'État et les autorités communales dans l'assainissement. Je suis à Bouba actuellement, cité Mal Univers. Je prends l'exemple sur le carré que nous on habite. C'est les habitants du carré qui ont cotisé pour faire le pavage du quartier et tout. Là, on n'a rien entendu de l'État ni de la mairie et tout. Attendre tout de l'État, est-ce que nous aussi, on s'acquitte de tous nos devoirs aussi? Rares sont les familles et les gens qui payent la taxe TDR locale de la mairie. Et c'est en partant de s'acquitter de tous tes droits, devoirs d'abord, qu'on peut demander encore ce que l'État doit encore tout faire. Si d'autres ont compris que l'État ne doit pas tout faire, certains estiment fort que oui. Pour eux, l'État a pour impératif de paver les rues pour offrir un meilleur cadre de vie à sa population. C'est à l'État de le faire. C'est son rôle premier comme exemple dans tous les pays développés. Tu trouveras que c'est l'État qui s'occupe de tout. L'État construit tout. Afin d'exhorter les citoyens qui pensent que l'État doit tout faire à ne plus penser ainsi, certaines propositions ont été faites. Et pour toutes les personnes souhaitant paver bénévolement une rue, le maire de la commune urbaine de Kalabankoro rassure de l'accompagnement indéfectible de sa mairie. Les gens, généralement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent et on leur donne tous les engins, on met tous les engins à leur disposition. Et ils y mettent du carburant et ils payent un per diem à nos agents. En posant des actes de bonté, ces derniers contribuent à l'assainissement de l'environnement et montrent l'exemple que les uns et les autres ne doivent pas attendre tout de l'État. Sur un tout autre sujet, c'est une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la proposition de remède aux usagers. C'est le cas des coachs conjugaux qui, à longueur de journée, donnent des conseils sur les réseaux sociaux. Des conseils qui, dans la plupart des cas, sont orientés vers la sexualité et la gestion des conflits dans les couples. Hawa Sidibé. Au Mali, il est difficile de trouver des coachs conjugaux certifiés en la matière.
Mais de nombreuses personnes, à travers leur vécu, étudent et analysent, donnent des conseils aux couples à travers les réseaux sociaux. Comme cette dame qui fait partie d'une famille de conseillères depuis des générations. Depuis 15 ans, elle exerce ce métier. Maintenant, elle est sur les réseaux sociaux depuis bientôt 2 ans sous le pseudonyme Mamou VIP Secret. Elle poste des vidéos quotidiennement et souvent, elle est en direct sur sa page. Toutefois, les conseils donnés par ces coachs ne sont pas adaptés à tous les couples. Mon travail est d'aider les couples à cultiver leur amour et à mieux s'entendre. Chaque conseil donné dépend du type de couple. Il y a certains conseils sur les réseaux sociaux, quand tu les appliques, tu risques de te mettre dans des problèmes. Pour éviter d'appliquer tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut avoir un esprit de discernement, comme nous l'explique cette coach. La plupart des personnes qui pratiquent ces conseils sont des adultes. C'est à eux de savoir quoi prendre ou laisser, surtout pour les astuces aphrodisiaques. C'est pourquoi moi, je préfère toujours prôner le naturel, la soumission chez la femme et le respect mutuel des deux côtés. Chaque couple a ses propres réalités. Car les partenaires sont différents, ils n'ont pas les mêmes comportements. Avant d'appliquer un conseil, il faut d'abord voir si c'est adapté à ton couple pour éviter tout problème. Pour ce jeune homme, un retour aux sources est nécessaire pour préserver les couples. Ces coachs-là intéressent plus les femmes. Avant, il y avait une complicité entre les filles et leur maman. Là, il n'y avait pas question de coach. Maintenant, il n'y a pas cette affinité et puis les filles pensent que les réseaux sont plus intéressants et plus convaincants que les mamans. Donc, prendre les parents comme coach et les aînés comme coach. Ton problème, celui qui est à côté de toi maîtrise mieux que celui qui est ailleurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux conseils peuvent être bénéfiques pour les utilisateurs. Mais il faut être prudent et vigilant dans l'application. On a coutume de voir à quelques jours d'un mariage, la future mariée est interdite de sortir du domicile paternel et c'est là pour de nombreuses raisons. Une tradition bien établie ici à Bamako à laquelle de nombreuses familles ne font pas dérogation plutôt jusqu'à preuve du contraire. Pendant ces jours, la future mariée est surveillée dans certains cas par une conseillère conjugale. Hatuma Tsungara. Le mariage est une étape importante dans la vie de la femme. C'est la raison pour laquelle, ici au Mali, à quelques jours du mariage, la future mariée est appelée à faire la chambre prénuptiale, durant laquelle elle est interdite de sortir de la maison. C'est là pour des raisons bien évidentes. La chambre prénuptiale, comme on le dit, la future mariée doit rester 3 jours dans la chambre sans sortir. C'est une chambre d'initiation. Une initiation à la vie de la femme. Une initiation à la féminité, une initiation, un apprentissage à la retenue, au respect, à la vie conjugale, au foyer et surtout au respect du mari. Donc cette chambre n'est pas quelque chose qu'on a fait au hasard, non. Parce que ici, autrefois, on quittait l'étape de la fillette pour rentrer automatiquement dans l'étape de la femme. Donc c'était une transition assez brutale. Donc il fallait préparer la jeune fille à la vie de couple, au foyer et lui inculquer les valeurs essentielles à la stabilité de son foyer. C'est-à-dire quand tu parles du maintien des foyers, le foyer ne veut pas seulement de son mari, mais il y a la belle famille qui est là, en même temps il y a les beaux-frères, les belles-sœurs qui sont là, en même temps il y a les gens aussi de la communauté qui sont là. Donc la femme doit apprendre maintenant à collaborer avec ces gens. Auparavant, dans la société traditionnelle, il y a de ces vieilles qu'on prenait pour ça. Parce que vous allez voir que dans chaque village, à peu près on peut dire qu'il y a des vieilles de ce genre. Donc quand il y a un mariage dans tel village, on s'en va, on va voir cette vieille-là. Quand on l'expose la situation, en même temps on prend la mariée, on l'amène chez elle. Donc là, elle commence à dire les conseils en même temps. Bon, maintenant, au fil du temps, les choses ont changé. C'est les vieilles même qui se déplacent maintenant pour aller voir la femme. Donc maintenant, elle passe quelques jours avec la femme, maintenant pour mieux l'enseigner. Selon les interlocuteurs, l'application de cette pratique n'est pas inutile en raison de sa place dans la bonne marche du mariage. Quand tu es une femme qui a bien respecté les consignes
donnée dans la chambre prénuptiale par tes mamans, par tes tantes, par tes grandes sœurs qui sont mariées déjà. Donc si tu tiens compte de tous ces conseils, tu vas les appliquer dans ton foyer, dans ton couple. Et ce qui va t'amener vraiment à bien gérer ton couple et à t'entendre avec ton mari. L'impact de la chambre prénuptiale sur le couple est très important. Et si tu assimiles bien ce qu'on te transmet, Inch'Allah, tu auras une vie de couple épanouie, une vie de couple réussie. Et tu sauras bien prendre soin de ton mari. Vous serez heureux ensemble. La non-application de cette pratique traditionnelle peut parfois avoir un impact sur le couple. Les femmes qui n'ont pas fait ça, tu vas voir que c'est des femmes qui ont beaucoup de difficultés dans leur foyer. Parce qu'ils vont voir, ils ne savent pas, quand je fais ça à mon mari, ça va le toucher. Quand je réponds comme ça à ma belle-mère, ça va le toucher. Bon, c'est quand la femme ne sait pas ça. Donc tôt ou tard, ça peut provoquer un divorce. Pour le côté négatif de la chose. Compte tenu de son importance dans les mariages, la chambre prénuptiale doit être appliquée et maintenue. Toutes choses qui permettront aux mariés de mieux cerner les contours du mariage. Sport éliminatoire CAN 2023, le Mali accueille ce vendredi au stade du 26 mars à partir de 19h le Soudan du Sud. C'est un match des extrêmes. Les Aigles du Mali qualifiés pour la CAN 2023 tenteront de conforter la première place du groupe G et finir en beauté cette campagne. Les enjeux du Mali-Soudan du Sud avec Siragatou Sissi. Avec 12 points au compteur, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, préparent déjà leurs valises pour la CAN en janvier-février en Côte d'Ivoire. Cette 6e et dernière journée, ce vendredi, face au Soudan du Sud, 4e 3 points hors course, compte pour du beurre. Il s'agira pour les hommes du sélectionneur Éric Sékouchel de terminer en beauté ces éliminatoires et surtout en tête du groupe. Toute chose qui confortera le coefficient du Mali dans le prochain classement FIFA et CAF. Ce Mali-Soudan du Sud sera le 6e face-à-face, toutes compétitions confondues, entre les deux sélections. Les Aigles totalisent 5 victoires, 14 buts marqués contre un seul au Soudan du Sud. Au match aller le 9 juin 2022, le Mali avait gagné 3 buts à 1 sur des réalisations de Mohamed Kamara Tchamanké, Sékou Koïta et Aliou Dieng. Un peu plus d'un an, les retrouvailles avec le même adversaire au stade du 26 mars s'annoncent festives et colorées. Je le disais dans la précédente édition, les obsèques de l'ancien footballeur Salif Keïta dit Domingo ont eu lieu hier après-midi à la place du cinquantenaire, présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La cérémonie funéraire a enregistré la présence de sa famille, des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, des anciens footballeurs, des supporters et des anonymes. De la série d'hommages en passant par l'oraison funèbre, Salif Keïta a été honoré. Il repose désormais au cimetière de Amdalaï. Siragatou Sissi. Salif Keïta dit Domingo se couche à jamais. Salif, surnommé aussi la Panthère Noire, a rugi dans les stades du Mali, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Chacun de ses gestes était noté dans les annales de l'histoire du football. Papa, il aimait profondément le Mali et l'Afrique. Il croyait en ce continent, pas seulement le Mali. Donc il y a ça, le goût de l'effort, du travail. C'est pour ça qu'il nous a mis toujours dans le sport. Il disait, ne trichez pas mes filles. Quand on travaille, au bout du compte, on va trouver, en tout cas, on va réussir. Et puis un amour d'un père pour ses enfants. C'est ça surtout. Un père qui a toujours cru en ses filles et qui disait, vous allez réussir, tout comme les garçons. Salif Keïta, le ballon collé à ses pieds sur le terrain, est et reste un exemple, un génie, une source d'inspiration. Sur le plan humain, c'était un être qui était très attaché à la personne. Il était respectueux, il était très engagé pour son pays, pour le football. Et ce qui a valu réellement le premier ballon d'or africain. Parce que tout simplement, Salif, il était devenu universel. De son parcours de footballeur en club et en sélection, à son passage au gouvernement de transition 1991, sans oublier ses services à la tête de la Fédération malienne de football, Salif Keïta a fait son temps. Nous sommes vraiment effondrés au niveau de la famille. C'est pratiquement une perte qui nous a vraiment touchés et qui va nous marquer pendant encore très longtemps. Il va falloir un peu de temps
pour que chacun d'entre nous puisse se remettre. La légende Domingo, 77 ans, repose désormais au cimetière de Hamdallah. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.